nombreux parmi vous, comme l'a déjà dit Youssef Bond, nous tenons déjà à vous souhaiter une très bonne soirée. Et nous sommes au 4 janvier 2020. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Et comme l'a dit Youssef Bond, Toko Tikate, Tozanabino Mayele, Toko Tikate. On va vous ramener dans les événements, la guerre, le Sassou, c'est les projets, Moébara 1, Moébara 2, les massacres dans les départements du pôle. Et oui, vous vous oubliez, hein? Nous on n'oublie rien. On n'oublie rien. Preuve à l'appui, documents à l'appui, écrits par des experts. C'est cela. Les documents sont là. C'est tout un chacun de vous d'aller les chercher, d'aller les récupérer et de venir les exposer. Nous, notre rôle dans cette lutte, c'est d'aller chercher la documentation qui existe, les ramener, le présenter au monde entier, le présenter au peuple congolais. C'est ça notre rôle dans ce que nous appelons le système P-vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Nous allons vous ramener dans la guerre au Congo-Brazzaville, ce que Médecins sans frontières a appelé une guerre contre les civils. Et oui, ça existe, ces documents existent, manigancés par Sassou et ses siens. Nous allons vous ramener dans la sphère de cette guerre-là. On va simplement tourner la caméra. Vous voyez ici, hein, ça c'est un document, c'est un livre, hein, c'est un livre qui existe. Mais nous avons pu extraire quelques pages et nous allons faire juste un petit résumé de ce document-là. Vous voyez ça? On écrit quoi? Médecins sans frontières. Ce sont ces médecins-là qui soignent tout le monde dans des zones de conflit. Ils n'ont pas de parti pris, mais ils ont quand même écrit un livre. Vous voyez? On écrit quoi? Une guerre contre les civils. Réflexion sur la pratique au Congo-Brazzaville. On donne l'année. Donc le temps est donné ici. 1998 à 2000. Ça vous rappelle quoi? Moébara 1, Moébara 2. Commis par qui? Par Sassou Denis. Comme vous le voyez, les auteurs sont là de ce livre. Allez-y les chercher. Dans toutes les auditions qui existent, les éditeurs dans toutes les librairies et les bibliothèques, vous allez retrouver ce livre. C'est ça le titre, une guerre contre les civils. Une guerre contre les civils. Mais qui va faire une guerre contre les civils? Parce que les civils sont généralement désarmés, ils n'ont pas des armes. Qui va donc faire une guerre contre les civils? C'est la question que vous devez vous poser. Mais nous allons vous donner la réponse. C'est Sassou Denis, c'est le PCT, c'est l'opposition de merde qui travaille avec Sassou. Une guerre contre les civils. Qui a fait la guerre contre les civils? Qui continue de faire la guerre contre les civils au Congo? C'est Sassou Denis, c'est le PCT, c'est le système de la France-Afrique. Ce système qui protège le pouvoir dictatorial et criminel de Sassou Denis. Notre rôle dans ce combat, c'est d'aller vous chercher ce document. Que les gens du PCT viennent encore démentir la véracité, l'authenticité de ce document que nous sommes en train de présenter. C'est un livre qui existe. Allez-y le chercher. Vous allez voir. Nous vous avons donné le titre. Vous voyez, Médecins sans frontières. C'est un livre qui a été rédigé en fonction à la base de la documentation des rapports ressortant de Médecins sans frontières qui a participé aux aides humanitaires au Congo-Brazzaville pendant tout le temps que Sassou a massacré le peuple congolais. Donc vous le voyez, on dit quoi? Une guerre contre les civils. Une guerre contre les civils. C'est ce que Médecins, c'est ce que ces auteurs écrivent là. Une réflexion sur les pratiques au Congo-Brazzaville. On a donné l'année 1998-2000. Introduction. Donc ça c'est juste, moi je vous présente simplement l'introduction de ce livre-là. Vous pouvez aller chercher ce livre, le lire convenablement. Vous allez vous rendre compte de tous les crimes qui ont été commis, la vérité de ce que Sassou veut nous cacher, que Sassou ne pourra jamais s'échapper, ni
les parents de Sassou, excusez-moi, ni les parents de Sassou ne pourront jamais s'échapper, ni le PCT. Vous n'allez pas vous échapper. Même si vous irez dans les tombes, nous allons aller vous chercher dans vos tombes. Nous allons juger vos os, vos cadavres. C'est ça qui est la vérité. Donc si vous avez fait une guerre contre les civils qui ne sont pas armés au Congo, des gens qui ne vivent que dans leurs occupations, vous allez vous attaquer à des départements. Vous pensez quoi? Que nous, les vrais enfants du Congo, nous allons vous laisser avec toute cette criminalité? Non, on ne va pas vous laisser. Ça, ce n'est pas écrit par nous. Ce n'est pas Pongi qui l'a écrit. Demandez encore aux Atarakou du régime de venir apporter la contradiction ici. Ça, c'est écrit par des experts, des hommes qui étaient sur le terrain, des gens qui ont vu des témoignages, des gens qui ont participé à ces crimes-là. Tout est là, dans ce livre-là. Médecins sans frontières étaient là. Voyez, hein? L'auteur, Marc Lepage, Pierre Salignon. Ce sont les auteurs. Vous voyez l'année d'audition, octobre 2001. Comme nous, les Congolais, nous n'aimons pas lire. Nous allons lire un certain nombre, dans la partie introductive, nous allons lire un certain nombre des choses qui ont été dites ici. Avant que nous ne rentrions, nous parlons le cas du Congo-Brazzaville, les crimes commis par Sassou, le génocidaire Sassou. Nous devons simplement vous dire une chose. Dans la répartition des charges et des tâches, en ce qui concerne les agences à but non lucratif qui travaillent dans l'humanitaire, la plupart des temps, les décisions sont faites d'une manière politique. Ce sont les politiques qui décident des urgences, qui décident des lieux, qui décident le nombre des agents qui doivent se rendre sur le terrain pour aider. Et la plupart des temps, ce sont les pays d'accueil, des pays dont vous avez les acteurs qui commettent les dégâts sur des valeurs, les droits de l'homme, les crimes, ceux-là qui empiètent les conditions humanitaires de leurs citoyens, qui vous disent parfois quelle est la région qu'il faut aller aider, quels sont ces individus qu'il faut aider, quels sont ces citoyens, quelle est la catégorie des citoyens qu'il faut apporter de l'aide. C'est comme ça. Et ça, personne ne peut le nier. Ce livre-là, écrit par des spécialistes humanitaires, l'a encore démontré. Ils ont pris plusieurs exemples. Ils ont pris par exemple le cas du Soudan, du Sud, hein, quand il y a eu des catastrophes humanitaires, la guerre entre des autorités ou ce qu'on appelle le militia ou les mercenaires ou des bandes armées de Soudan du Sud qui se sont décidés de combattre le pouvoir de Khartoum. Vous voyez, les grandes nations comme les États-Unis, l'Union européenne, entre guillemets, les Nations Unies, ont décidé de concentrer les aides humanitaires dans la partie sud. Mais il y avait aussi des victimes dans la partie nord, c'est clair. Et il y avait aussi des victimes dans les deux camps. Vous voyez? Et la plupart du temps, dans les aides humanitaires, ben, merci beaucoup, John Curtis. Tu as tout mon soutien inconditionnel. Voilà. Donc, la plupart des temps, vous voyez, dans ces aides humanitaires-là, il y a non pas seulement le matériel médical pour soigner les victimes, il n'y a pas que de la nourriture pour traiter les cas des enfants malnutris, il n'y a pas que toute la grande, on peut dire, tout le grand système médical derrière. Il y a parfois aussi les armes qu'on envoie sous l'étiquette de l'humanitaire pour réarmer les camps qui est éventuellement très proche des pays occidentaux qui veulent aller chercher leurs intérêts. Et c'est comme ça que ça s'est toujours opéré. Et ce livre-là dit tout. Allez-y lire tout le livre, ça dit tout. Ça s'explique les méthodologies, les techniques, ainsi de suite. Mais là, nous allons vous parler le cas du Congo-Brazzaville. Comment ça s'est passé dans le cas du Congo-Brazzaville?
les opérations Mouébara 1, Mouébara 2, et même le génocide dans le pool que Sassou Nguesso venait de tenir il y a quelques années, on peut dire 2 ans, il a bombardé aux armes lourdes de combat militaire. Comment ça s'est passé? Quels sont les services humanitaires qui ont été impliqués? Les humanitaires, pourquoi on leur demande de fermer la bouche? Il y a 2 choses. Si vous parlez en critiquant ceux qui dirigent et ceux-là qui sont, on peut dire, les bourreaux du génocide ou des violations graves des droits de l'homme, ceux-là qui créent l'agitation dans le système humanitaire, mais ces bourreaux vous demandent donc de quitter le lieu, de fermer, de plier, de partir. Mais si vous parlez dans leur sens, c'est-à-dire que vous leur protégez, vous travaillez pour eux, vous ne publiez aucun rapport, vous ne dites rien, les bourreaux vous demandent de rester là. Parfois, les bourreaux vous demandent même de faire des rapports pour les avantager, pour crucifier, entre guillemets, l'opposition. Oui, chers amis. Et ce livre-là parle de tout. Médecins sans frontières. Donc, kalakaya ndwenga ina, banganga mayele ina, bamunganga ina, menata, babitsoniki ya bao, donc pesa ya na muntu, babantu ya ini, ba mesonika mukanda ya. Qu'est-ce qu'on parle ici en ce qui concerne le Congo-Brazzaville? On va simplement vous lire quelques chapitres que moi j'ai soulignés pour que vous puissiez essayer de comprendre. Vous voyez par exemple ici, là, ce que ce livre dit ici, on dit les bailleurs de fonds et les agences des Nations Unies, encouragés par l'administration américaine, considéraient les représentants de la guérilla sudiste comme une association humanitaire. Et ils avaient confié les distributions des nourritures. Cette organisation des secours, on dit cette organisation des secours, avait induit la création d'une institution spécifique à la fin des années 80, l'opération Lifeline Soudan. Au fil des années, le mouvement de rebelles sudistes avait vu des prérogations s'accroître au sein de l'opération Lifeline Soudan, au point d'être traité sur le même plan que les organisations humanitaires internationales par les Nations Unies et les États donateurs. Ce privilège rarement octroyé par le système de l'aide est l'un des protagonistes d'un conflit armé, permettrait aux rebelles de détourner aisément une partie importante de l'aide humanitaire. Peu importe si ce système affamait les déplacés, car l'objectif prioritaire vu des États-Unis était le soutien à l'opposition armée au régime soudanais, qualifié de voyous et d'ennemis des États-Unis. Donc vous voyez que ce que nous venons de dire ici, les décisions politiques déterminent qui on doit aider, pourquoi on va les aider, à quel niveau, à quelle intensité on doit apporter de l'aide. Ça, ce n'est que le cas des États-Unis. Mais le cas du Congo, il y a eu l'Union européenne qui a réagi par le biais de la France, qui a supervisé les opérations humanitaires au Congo pendant cette période-là. Il s'agit ici de rappeler que 98 à 2000, c'était en réalité la réplique du coup d'État de Sassou Nguesso de 1997. C'est comme ça qu'ils ont intitulé ça. Les opérations Mouébara 1, Mouébara 2, Mouébara 3, ils ont donné plusieurs noms. Nous savons que la France a aidé à restituer Sassou au pouvoir par le coup d'État de 1997 sous les opérations Pélican 1, Pélican 2. Maintenant, les aides humanitaires sont arrivées, une façon d'essayer d'accompagner pour dire Ntoumi était un belligérant, donc il fait partie des groupes armés, et donc Sassou va donc à sa poursuite. En réalité, c'était une stratégie pour emmener ce que nous appelons la destruction de toutes les poches de la résistance au sein du Congo. C'est comme ça que ça s'est passé. Et ils sont venus avec cette opération Mouébara 1, Mouébara 2 pour briser tout le sud du Congo, avec la plus grande partie de la concentration, la destruction du département du Poul. Et nous avons vu des enfants qui sont sortis de là, des enfants
des gens, des individus dans un état de santé déplorable. On ne peut pas s'imaginer que Sassou pouvait faire ceci aux populations du Congo-Brazzaville si réellement on est citoyen de ce pays. Des enfants sont sortis malnutris à 100%, des adultes sont sortis malnutris. Nous nous souvenons ces expressions qui sont sorties, régime sans sel. Et les humanitaires ont donné la priorité en voulant camoufler un certain nombre de choses. Par exemple, le viol des femmes ont été cachés par les humanitaires sous la demande du régime de Sassou. Ils ont concentré tout leur travail, soi-disant en voulant aider les enfants malnutris. Mais on a oublié les victimes qui étaient les femmes, on a aussi oublié ceux-là qui ont été subis et ceux-là qu'on avait assassinés. Et ça, c'est sous la demande du régime dictatorial de Sassou. Éventuellement, les humanitaires ici que nous voulons parler, Médecins sans frontières étaient sur place, mais un certain nombre des humanitaires, on les a demandé de fermer la bouche. Si tu ne fermes pas la bouche, tu quittes. Ils sont donc obligés de composer avec. On va aller regarder la profondeur. Notre rôle, c'est éventuellement d'aller chercher cette documentation que plusieurs Congolais ne comprennent pas. Comme vous avez dit, Congo-Brazzaville, un an après l'épisode dramatique du Soudan, nos équipes se retrouvent de nouveau dans ce type de situation, pressées par la nécessité de limiter au plus vite la portée d'une catastrophe. Donc là, en réalité, l'exemple soudanais que nous venons de lire, et donc là, l'auteur nous ramène ici au Congo-Brazzaville. Moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus les parties les plus importantes, parce que ce direct ne va pas mettre de temps, hein. On va simplement aller regarder les points les plus essentiels. Tout un chacun de nous est capable d'aller chercher ce livre et d'aller le lire et comprendre tous les crimes commis par Sassou dans ce pays-là. Voilà pourquoi ce type-là, il faut le pendre en public. Il n'y a rien à faire. C'est ça la réalité. Vous voyez les États-Unis, ce qu'ils ont fait en Iran, là, hein, en Irak, là, c'est comme ça que l'Occident opère. Si ils se sentent menacés par un individu à travers le monde entier, l'Occident en général, c'est comme ça que l'Occident opère. Et moi, je suis dans cette logique-là. Mais nous allons revenir sur ça dans le direct numéro 3 de ce soir. Vous voyez? Propagandistes, escrocs et sécuristes. Vous voyez simplement de voir ici. Je vais simplement aller lire ici. Moi, c'est les points les plus importants que j'ai pensé à vous présenter dans ce livre. Je n'ai pas envie de lire tout ce livre-là pour vous, mais allez le chercher, allez le lire convenablement. Vous allez vous rendre compte de la situation qui se passe quand il s'agit de prioriser les assistances humanitaires dans nos pays. Hein, et surtout, le cas ici du Congo-Brazzaville. Et ça, c'est ce que nous avons l'habitude de dire, c'est le côté intellectuel que nous apportons dans la résistance. Il ne s'agit pas simplement de se mettre là à crier, mais il faut apporter le côté intelligent, le côté niveau élevé, hein, rehausser la barre de la résistance. Et c'est ça notre rôle. Pour que les gens de Sassou-là ne nous traitent pas comme des voyous de la rue, ceux-là qui n'ont pas réussi dans l'Occident, mais notre rôle, c'est aussi faire de la recherche, aller chercher des documents pareils qui existent, qui sont à la portée de tout le monde, mais le Congolais ne sait pas aller le trouver parce que le Congolais n'aime pas lire pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et notre rôle, c'est ça, c'est la partie la plus importante, le côté intellectuel de la résistance. Il ne s'agit pas simplement de critiquer, mais d'aller chercher les preuves pour les crucifier, bien les crucifier. C'est ce que nous faisons. Voilà. Donc, il dit, je vais simplement lire les parties que j'ai surlignées ici, là. Les employés nationaux des organisations d'aide et les officiers de liaison civils ou militaires issus des autorités locales jouent un rôle décisif majoré dans le cas fréquent où ils se servent d'interprètes. Ils ont la possibilité de biaiser les récits en créant l'illusion que l'interrogatoire
des ressources multiples et diverses créent un faisceau de convergence. Mais en réalité, c'est quoi? Si vous voyez dans le rapport entre patient et médecin, il y a ce que nous appelons, dans la plupart des temps, je l'ai mis dans mes notes ici, donc l'acte médical, d'une manière générale, l'acte médical commence par le recueil de l'histoire du malade et non de la maladie. Hein, c'est comme ça que les médecins opèrent. Dieudonné Goma, notre docteur, peut vous le dire. Hein. Quand un médecin se présente en face du malade, il ne va pas directement sur la maladie, parce que c'est aller déjà toucher le côté psychologique du patient. On essaie d'aller chercher, en fait un recueil de l'histoire du patient. On parle. Mais dans le cas du Congo-Brazzaville, hein, quand les médecins de cette organisation, Médecins sans frontières, étaient arrivés, on a d'une part imposé à ces médecins de ne pas chercher l'histoire. Parce que toutes les fois que ces médecins-là voulaient converser avec les citoyens congolais, la plupart ce sont nos sœurs qui n'ont pas un niveau éducatif très élevé, donc la langue de communication, et parfois le français ou l'anglais, la plupart de ces médecins-là. Et donc, la plupart de nos parents parlent Munkutuba, le Lingala, ou la langue, hein, nos dialectes. Donc, dans le cas du Poul ici, c'était le Lari. Et donc, qu'est-ce qui se passait? On cherchait donc des gens dans la communauté, des gens, des interprètes. Et la plupart ces interprètes-là, revenaient du gouvernement parce que ça faisait, excusez-moi, des instructions que Sassou avait données pour assister aux humanitaires, pour que des informations ne puissent pas s'exfiltrer. Donc Sassou exigeait, il y avait des agents spécifiques, militaires du côté de Sassou, qui jouaient le rôle d'interprète entre les patients, donc les victimes de cette guerre, on peut dire de ce massacre entre Sassou, que Sassou a mis, et les médecins de Sans Frontières. Et donc, dans la relation, comme on dit, dans l'acte médical, commence par le recueil de l'histoire du malade. Donc, les médecins ont cherché l'histoire, pourquoi le malade est arrivé là. Et donc, quand les patients se mettaient à expliquer, l'interprète ne traduisait pas exactement ce que le patient disait. Donc, il biaisait les informations pour protéger le régime, parce que la plupart des cas, c'est des victimes des violences sexuelles, c'est des gens qu'on a tirés à balles réelles, c'est des gens qu'on a massacré les parents, qu'on a détruit les villages, qu'on a coupé les arbres fruitiers, et toutes ces informations, les médecins ont le droit de rapporter ces informations dans des rapports. Hein. C'est comme ça là que ça fonctionne. Vous voyez? Et c'est comme ça que le Médecins sans frontières fonctionne. On met le tout dans les rapports et les rapports restent là comme une base de données. Et les gens de Sassou savent comment ça fonctionne. Donc, ils exigent des gens à eux. Les interprètes pouvaient être des Lari, pouvaient être des Bembe, pouvaient être tous ces Congolais-là, mais qui travaillent pour le compte du pouvoir de Sassou. Comme même qu'il est votre propre parent. Donc, on a biaisé l'information. Donc, ce rapport-là a été biaisé, une fois de plus encore. Voilà, donc c'est ce que, en réalité, cette phrase voulait dire ici. On va continuer dans notre côté intellectuel de la résistance, ce qui fait que Sassou ne pourra pas nous avoir ici. Vous voyez, la nécessité et dangerosité, classification des victimes. Nous avons pris une section ici. Vous voyez ici, on dit quoi? En Occident, la prise en charge médicale de ces enfants ayant perdu une grande partie de leur masse corporelle, en peu de temps, souvent infectés, plongés par la privation alimentaire dans un état de détresse psychique et physique, relevait d'une unité de soins intensifs. Dans ces situations précaires, ici, les quartiers sud de Brazzaville, en 1999,
les soins sont simplifiés sous l'effet de la pénurie des moyens. On dit personnel médical qualifié, locaux adaptés, logistique de transport et de stockage, et du danger, on dit personnel national de santé touché par la violence affectant l'ensemble de la population et menace contre le personnel international. Voyez, chers amis, ces soins spécialisés, même réduits à l'essentiel, demeurent lourds si l'on veut atteindre l'objectif, la reprise du poids en quelques semaines, en évitant le décès par troubles métaboliques ou infections. Voyez, chers amis, c'est ce que nous étions en train de dire ici. Qu'est-ce qui s'était passé au Congo? Quand Sassou a commis le génocide dans le Poul, nous savons que on a, d'après tout ce que les gens qui ont vécu dans les forêts, quand ils sont sortis, on a tous vu ces visages-là. Les gens étaient défigurés complètement, même des adultes, dû à la malnutrition avancée. Ouais. Des enfants, on peut dire 100% de ces enfants étaient malnutris. Nombreux de ces enfants sont morts. Même les adultes sont morts par manque alimentaire. Parce que Sassou n'avait jamais voulu ouvrir les couloirs humanitaires, comme déjà ce qu'il a fait lors du génocide dans le Poul que nous venons de voir entre 2016 et 2019 quasiment. Jamais il n'avait ouvert les couloirs humanitaires. Donc les gens ont survécu comme dans la jungle, où il n'y a aucun médicament, aucune nourriture pour pouvoir redonner de la vie aux enfants, parce que les enfants sont les plus vulnérables, les femmes sont les plus vulnérables, les jeunes sont les plus vulnérables aussi. La croissance de l'enfant dépend de son alimentation. Donc tout ça, ça a manqué. Voyez. Et quand il y a eu quand même une pression internationale, éventuellement, son partenaire le plus immédiat, qui a compris qu'ils ont commis le dégât humanitaire, a donc voulu demander à Sassou de réduire un peu les taux. Les gens ont commencé à sortir par plusieurs chemins. Il y a de ceux qui partaient par la République démocratique du Congo. Et éventuellement, c'est là où ça nous venait. Nous sommes arrivés au disparu du but de Brazzaville. Et la priorité a été portée sur des enfants qui étaient atteints sévèrement par ce que nous appelons ici le kwashiorkor en réalité. Le kwashiorkor, c'est simplement une mauvaise nutrition, une maladie qui est due à une mauvaise nutrition. Donc, des enfants malnutris. Et vous voyez que les services de Médecins Sans Frontières se sont retrouvés avec une difficulté parce que les locaux ne pouvaient déjà pas s'exprimer. D'ailleurs, c'était difficile d'en trouver quelques médecins, infirmiers pour les assister parce qu'eux-mêmes, ils avaient été affectés par cette répression militaire mise en place par le criminel Doyo Sassou Nguesso. C'est ça la réalité. Vous voyez, c'est parce que ça donne maintenant c'est incroyable. La manière dont il a traité les Congolais comme des animaux, même un animal ne peut pas être traité de cette façon. Voyez. Et donc, ceux qui pouvaient travailler ne pouvaient pas s'exprimer en réalité. Les gens ont eu peur même parfois de donner le traitement approprié parce que l'ampleur du dégât avait été sous-estimée déjà dès le départ. Les médecins qui sont arrivés n'étaient pas déjà bien équipés. Même les médecins de la communauté internationale, que nous appelons le Médecins Sans Frontières. Parce que les rapports que Sassou avait émis avec son système de la France-Afrique ne relevaient pas de la vérité à 100%. Donc on avait minimisé le dégât. Et quand ils sont arrivés, ils se sont rendus compte que la malnutrition des enfants était dans un état avéré, mais ils n'avaient pas les équipements et le matériel nécessaire pour essayer de vite redonner de la puissance dans la santé des enfants. La puissance dans la santé des femmes et des jeunes. Là. Vous voyez, c'est ça qu'on a entendu dire aussi. Et donc, en voyant le dégât, ils étaient surpris. Mais d'un côté, il y avait la peur, parce que s'ils se disent, il faut dénoncer, alors là, le régime va lui dire, repartez, messieurs. Et vous voyez que ces médecins-là, c'est là aussi qu'ils font leur argent. Ils sont obligés, au nom de leurs propres moyens de subsistance, fermer la bouche. Mais ils saignaient dans leur cœur de souffrance de voir les enfants congolais mourir, arriver à cet état avancé de malnutrition, causé par
Sassou Nguesso. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, moi je l'ai toujours dit, et je ne me cache pas, tout enfant du Poul, tout enfant du sud du Congo, qui va changer pour aller supporter Sassou, n'a jamais aimé son pays, n'a jamais aimé ses populations, n'a jamais aimé ses citoyens. Parce que le pire que ce monsieur a mis dans les Congolais, c'est totalement inacceptable de vous voir shifter de cette façon, appeler Sassou président. C'est un démon que nous avons en place. Vous voyez, chers amis. Et ça, c'est écrit par les Blancs. Ce sont les Blancs qui l'ont écrit. Ce n'est pas écrit par Pongui. Vous allez voir un peu toutes les vérités qui sont dites là. On va continuer. Voilà, donc, nombreux sont décédés parce que ces médecins ne pouvaient pas sauver tout le monde. Ne pouvaient pas sauver tout le monde. C'était trop, en fait, c'était trop sous-estimé et le dégât était de grande ampleur. De grande ampleur. Voilà, on dit, ainsi dans le cas des populations de Brazzaville et de Poul, l'image des enfants affamés a dominé celle des femmes violées. Elle a également relégué au rang d'anecdote celle des hommes exécutés sommairement. Donc vous voyez que, chers amis, ce que on disait initialement, ce que Sassou a fait quoi? Ce régime de Sassou, qu'est-ce que ce régime de Sassou a fait? Il dit que si ces enfants-là se retrouvent dans cet état, des enfants malnutris, défigurés, des enfants qui ne représentaient pas, déjà leur poids ne représentait pas le poids d'un enfant normal de cet âge-là. Donc Sassou a demandé aux Médecins Sans Frontières de concentrer tous leurs efforts au cas des enfants. Donc on met une sélection. Il dit, on oublie le cas des femmes violées. Pourquoi le cas des femmes violées? Parce que Sassou ne voulait pas qu'il y ait un rapport international qui parle en réalité qu'il y a eu des femmes qui ont été violées. Il voulait donc masquer ce côté-là pour monter, en fait cacher, pour protéger sa milice, hein, donc se protéger lui-même. Hein, parce que nous savons que tous ces viols qui se sont déroulés, qu'il s'agit dans le Poul, dans tout le sud du Congo, dans les plans de Sassou que nous appelons la réplique du coup d'État de 1997, la réplique c'était éventuellement allez-y, violez, tuez, volez, faites tout ce que vous voulez. C'était ça la réplique. Et quand ils sont venus dans tous ces départements, c'était le ratissage généralisé. Donc les enfants de 3 ans ont été violés. C'est écrit là dans ce rapport, hein. On va le lire, hein, parce que c'est ça que nous allons faire. Le livre est là, on vous conseille d'aller acheter ce livre, allez le lire. Toutes ces informations sont là. Donc Sassou sait que ces miliciens, ces rebelles ont violé des tonnes et des tonnes de femmes au Congo. Ont tué des milliers et des milliers de Congolais. Pour cacher tout ça, il oriente la vision des humanitaires, ce n'est que sur les enfants. Quand même qu'il n'y avait pas le matériel nécessaire. Puisque le rôle de l'humanitaire, c'est de mettre dans les rapports internationaux ce qu'il a vu sur le terrain, ce qu'il écoute, tout ce qu'il fait. Donc les humanitaires avaient là le droit et le devoir de mettre cela dans les rapports que tant de femmes ont été violées. Donc Sassou dit, il n'y avait pas de femmes violées, concentrez-vous sur les enfants. Donc on va discriminer des femmes. Donc nous sommes retrouvés avec des milliers de femmes mortes à cause du viol. Des viols réalisés par les miliciens, la milice privée et la rébellion de Sassou Denis. Vous voyez, chers amis. Donc c'est ce que nous sommes en train de vous dire là. Et donc, une façon de détourner l'attention aussi des humanitaires pour qu'ils ne vont pas chercher des fausses communes. Hein? Pour que ces humanitaires-là ne puissent pas savoir combien de gens ont été tués. On les détourne sur les enfants. C'est une stratégie. La stratégie du bois. C'est ça la stratégie du bois. On se concentre sur un secteur. On cible un appât. Et on apporte la dissuasion. C'est ce que ça soit fait. Et nous sommes là pour aller vous chercher le côté intellectuel de la résistance. Allez-y dire aux gens du PCT qu'ils apportent le côté intellectuel dans la gestion du pays. Ils ont brisé l'État. Ils ont brisé la nation. Et nous allons chercher le côté intellectuel
aller prendre tous ces crimes-là, les dévoiler aux yeux du monde entier et les présenter. Et que les atalakou du régime, on va répéter cette phrase-là plusieurs fois ce soir, que les atalakou du régime viennent nous démentir. On va continuer de dépouiller la partie introductive de ce livre. Comme nous avons dit, ce n'était pas à nous de vous lire tout le contenu, c'était à vous d'aller acheter ce livre ou d'aller l'emprunter auprès des bibliothèques et vous allez le lire pour comprendre ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. Et ça, c'est ce que nous allons enseigner à nos enfants qui ne vont jamais oublier que les Nguesso ont été les grands criminels du Congo. Nos enfants auront le droit et le devoir de traquer ces gens-là partout où ils iront, de traquer leurs petits-fils, ainsi de suite. C'est ça la réalité. Vous n'allez pas vous échapper. C'est de génération en génération que ce combat va continuer. Et nous savons que nous sommes du côté de la loi et du côté du droit. Nous avons là le droit d'aller chercher la justice. Et nous le ferons. On va encore lire ici. L'intention en République, vous voyez, l'intervention en République du Congo illustre comment les représentations victimaires dominantes peuvent faire écran à d'autres souffrances moins visibles, affectant des individus moins idéalement victimes, mais pourtant tout aussi en danger de mort. Dans ce livre, le travail de Marc Lepage, sociologue au CNCS, urgent à Brazzaville. Donc, en réalité, si vous voyez ce monsieur-là, c'est un sociologue hein, à CNCS. Je crois que ça, c'est une organisation française. Hein. Donc, c'est ce monsieur qui a rédigé ce livre que nous avons présenté. Urgence à Brazzaville. Vous voyez qu'il a déjà même présenté ce livre-là. Ce livre-là, vous pouvez encore aller chercher cette version. Urgence à Brazzaville. Médecins sans frontières face aux violences contre les civils. Donc ça encore, c'est un autre livre, là, rédigé par ce monsieur. Et on rend compte de la dynamique du débat interne des équipes devant ces dilemmes. Bon, le dilemme, c'est ce que nous avons dit. Hein? Les femmes violées sont dans une situation de vulnérabilité. Donc, au même titre que tous ces hommes qui ont subi des exactions. Des gens qu'on a coupé des bras, qu'on a coupé des pieds, qu'on a coupé des oreilles. Des gens qui ont reçu des balles. Tous ils sont en danger de mort. Mais le régime détourne l'attention des humanitaires vers les enfants malnutris. La malnutrition causée par eux. Parce qu'on nous avait dit, hein, les armes chimiques. Hein. Vous voyez les malnutris qui sortaient dans le département du Poul, même dans le sud du Congo. C'est comme un peu ce que nous avons vu quand Bachar al-Assad avait utilisé des armes chimiques dans quelques villes en Syrie. Les enfants qui étaient sortis de ces contrées, c'est exactement la même chose. Quand même les adultes se sont retrouvés avec des cheveux roux, comme du quatuor-corps, c'était exactement la même chose, parce qu'on utilisait des armes chimiques. Que le système de la France Afrique a toujours protégé Sassou, que Sassou a toujours nié. Mais ce sont des armes chimiques pour punir de plus en plus le peuple du Poul et le sud du Congo. Que ça soit eu à faire. Voyez? Donc on détourne l'attention simplement pour se concentrer aux femmes, alors que tous ces groupes-là, toutes ces victimes, sont dans des situations de vulnérabilité. Voyez? Donc c'est ce que... et donc les humanitaires se retrouvent parfois devant un dilemme. D'un côté, on voit les femmes qui ont été violées, qui sont dans un état très grave, des gens mutilés, qui ont subi des exactions, qui sont dans une situation compliquée. Et de l'autre côté, vous avez des charniers, des pourritures de corps abandonnés dans les forêts qui continuent à embaumer les villes, donc empoisonner l'air que les gens respirent. Donc ce dilemme-là, les humanitaires ne peuvent rien dire à un certain moment parce qu'ils sont sous le contrôle du bourreau. Le bourreau ici, c'est ça. Voyez. On va continuer de dépouiller un peu ce document rapidement. Vous voyez, la violence contre les femmes. Ça, c'est ce qu'ils disent ici. Hein. Le poids de mots et le poids des nombres. Les femmes congolaises violées constituent l'exemple malheureux d'une catégorie des victimes dont la prise en charge médicale n'a pas atteint un niveau décent.
la femme violée représente rarement la victime idéale. Si l'on reconnaît les conséquences psychologiques d'un viol, on sous-estime souvent les dangers que celui-ci fait penser sur la santé, fait peser sur la santé, pardon. Pourtant, l'existence des meurtres associés, la possibilité de transmission de virus responsables du sida, le risque de suicide soulignent que le viol met en jeu le pronostic vital. Cependant, ces femmes se voient refuser le rôle de victime idéale, ces âmes pour l'accès des soins de qualité. Voyez là, la femme congolaise, nous avons l'habitude de vous le dire, nous sommes le premier défenseur des femmes congolaises et des femmes d'une manière générale, de la femme africaine, de la femme mondiale d'une manière générale. Nous, Pélitré, nous sommes les premiers défenseurs. Nous avons toujours dit que la femme est la première victime. Dans le cas du Congo-Brazzaville, nous avons dit que la femme est la première à être discriminée dans tous les niveaux. D'accord, regardez les positions des ministrants dans le régime dictatorial de Sassou Deni. Il y en a comme des femmes. Aujourd'hui, la plupart en Occident, on parle de parité. Ici au Canada, vous avez un gouvernement, Trudeau, qui contient les mêmes nombres des femmes et les mêmes nombres des hommes dans son cabinet. Donc une parité. Il a fait dans son premier gouvernement, il a encore fait dans son deuxième gouvernement. Les femmes ici occupent des grandes fonctions, de grands rangs, de chefs d'entreprise, dirigent de l'administration publique partout. Les universités, vous allez dans les écoles d'ingénieurs, vous allez voir des femmes. Les femmes sont respectées. Dans le cas du Congo, la femme, elle est discriminée dans tous les niveaux. Tous les niveaux. Ingrid Ebuka Babakas, ministre de Sassou, va encore aller mentir aux Nations Unies au mois de mars, qui est en train de venir, mars 2020, sur la situation des femmes. Elle va encore aller mentir que les femmes sont bien traitées au Congo. Allez-y regarder dans les maternités au Congo, comment les femmes sont discriminées. L'accouchement des femmes. Une femme en bonne santé, elle finit de faire son enfant, à la fin elle meurt. Des conditions déplorables, des infections, le nombre de maladies que ces femmes-là partent contracter dans ces hôpitaux-là. Des hôpitaux dysfonctionnels à 100%. Les femmes avec des tonnes des enfants au Congo, le service social inexistant au Congo, elles sont à leur propre portée. Là encore, les femmes qui sont violées, la femme est utilisée comme un instrument de guerre. C'est ça le régime Sassou a utilisé. Le viol comme une arme de guerre. C'est ce que le régime Sassou a toujours fait. Là, le Médecins sans frontières vient de le dire. Dans leur bouquin, dans leur rapport, ils l'ont dit. Et ça confirme encore nos propos. Le sexe de la femme et le corps de la femme est utilisé comme un instrument de guerre, de jouissance de guerre, par le régime Sassou. Les ordres viennent de Sassou. Allez-y là-bas, détruisez leurs femmes, détruisez leurs enfants. C'est ce que Sassou fait. Et Sassou dit, ce sont ses ordres à lui. Ce qu'il a toujours fait. Donc quand on viole les femmes, il discrimine. Il dit, non, 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 ne les traitez pas. Regardez d'abord leurs enfants, que nous savons qu'ils vont mourir parce qu'ils sont déjà dans un état de malnutrition avancé. Elle là, les oubliez. Vous allez les oublier. Mais les viols, c'est lui qui a commis. Vous voyez? Femme congolaise, que tu sois du PCT du Congo, que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, tu es victime du régime Sassou. Regardez toutes les femmes, même de ces militaires de Sassou, dans son hôpital militaire, Mobembo ou Mobengo. Quelles sont les conditions d'accouchement des femmes là-bas? Les enfants de militaires du Congo naissent dans quelles conditions? Alors rejoignez-nous dans la lutte, dans la résistance, pour que nous puissions mettre terme à cette racaille politique, à ce grand criminel de grand rang qui continue à détruire la réputation de la femme. Au Congo, la plupart de nos sœurs, de nos mamans vont dans les marchés. Mais regardez les états de ces marchés. Voyez, chers amis.
je me battrai toujours pour les femmes. Moi, j'ai une mère qui m'a mis au monde. Ce n'est pas un arbre qui m'a mis au monde, là. Sassou, c'est un criminel. Le premier criminel qui a discriminé les femmes, qui continue de le faire, c'est Sassou. Il est temps que toutes les femmes congolaises, que tu sois jeune, adulte, vous qui êtes derrière le PCT, il est temps que vous tournez le dos. Votre criminel est votre assassin, et c'est celui que vous êtes en train d'acclamer. On va continuer. Nous savons que lors de ces viols-là, il y a des maladies sexuellement transmissibles que nous sommes en train de regarder. On va donc continuer de lire. Il dit, je suis donc à ce niveau-là, à ce niveau-ci, là, vous voyez là. Donc Sassou ne pourra pas s'échapper avec nous. Et nous disons encore au système de la France-Afrique, vous n'allez pas vous échapper. Vous allez nous tuer, faites-le. C'est le chemin de tout un chacun. Et nous sommes à l'étape de l'esprit. On est à ce niveau-là. On va continuer notre petite lecture. Nous ne sommes pas des spécialistes. Parce que cette langue ne nous appartient pas. Ça nous avait été imposé. Donc si on fait des fautes de lecture, vous pouvez nous critiquer comme vous voulez. Ça ne nous dit rien. Il dit, les équipes de Médecins Sans Frontières mettront des mois à s'investir directement dans la prise en charge médicale des femmes violées. Et là, nous sommes au Congo. Les Médecins Sans Frontières a mis beaucoup de mois pour s'investir, à assurer la santé des femmes violées au Congo. Comprenez ça, chers amis. Pourquoi ces Médecins Sans Frontières vont faire des mois et des mois pour obtenir l'autorisation de soigner des femmes violées? Là, c'est écrit par eux, pas par moi. Pourquoi? Parce que ce sont les directives de Sassou. Il veut tuer toutes les femmes qui ont été violées. Donc, femmes Lari, femmes du sud du Congo, ils veulent que vous puissiez mourir pour que vous ne puissiez plus faire des enfants. Ou que votre organisme puisse être dysfonctionnel. Vous ne puissiez plus concevoir des enfants. Ils veulent que vous puissiez être malade toute votre vie. Donc, réduire les populations du Sud. C'est ça l'objectif ici. Parce que quand vous ne soignez pas les femmes, ça signifie que vous ne voulez pas que ces femmes-là puissent continuer à faire des enfants. Donc vous réduisez la vie dans cette catégorie des populations. C'est ce que ça veut dire ici. Et nous sommes en train d'interpeller nos sœurs, nos mamans, de comprendre notre message. Nous avons une colère contre Sassou parce que c'est lui qui nous tue, c'est lui qui tue nos femmes, qui tue nos sœurs, qui viole nos femmes. Et nous sommes là pour vous expliquer ce que les Blancs ont dit, ce que les Blancs ont vu. Vous voyez que quand on vous dit le système B-vitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Les Blancs là ont parlé à eux, ont vu, ils sont venus le mettre dans les livres. Et nous, comme nous sommes noirs, nous n'aimons pas les lire, tout est écrit, on oublie, on ne sait pas ce qui s'est passé chez nous. Voilà pourquoi ces vidéos-là que nous sommes en train de faire là vont rester l'histoire, comme de la Bible pour nos enfants du Congo, pour aller chercher l'histoire du Congo là-dedans. Voilà, donc je vais reprendre cette partie. Les équipes de Médecins Sans Frontières mettront des mois à s'investir directement dans la prise en charge médicale des femmes violées. Au début, notre action s'est limitée à la fourniture d'antibiotiques. Et nous n'avons pas de personnel impliqué dans la prise en charge clinique de ces patients. Donc il n'y avait personne qui s'occupait de ces femmes-là. Personne. Donc ils distribuaient que des petits antibiotiques. Voilà. Donc les femmes violées étaient abandonnées à elles-mêmes. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Sassou a commis des crimes contre l'humanité que la France a protégé Sassou là, dans ce cas-là. Qui va dire le contraire? Qui va nous contredire par rapport à ces propos? Quand vous violez les femmes, vous les abandonnez. C'est des milliers de femmes qui ont été violées. C'est un crime contre l'humanité. Et ça, c'est reconnu par les Médecins Sans Frontières. Oui. Voilà pourquoi nous demandons à la France, lâchez-nous Sassou, livrez-nous Sassou. C'est tout ce que nous demandons.
Nous ne vous demandons pas l'argent. Nous ne vous demandons pas de venir construire chez nous. Nous vous demandons de nous livrer Sassou, de nous livrer le PCT. Nous, on n'a pas le choix de se battre pour la libération de notre pays face à un criminel. Oui. Nous sommes à ce niveau-là. Une partie des femmes violées étaient reçues dans une consultation spécialisée des hôpitaux Makelekele et Talangaï de Brazzaville, soutenue par International Rescue Community. Donc ces femmes-là partaient parfois là, reçues par cette organisation, International Rescue Community. C'est eux qui recevaient ces femmes-là, parfois. Après inscription sur registre et interrogatoire, elles recevaient des soins le plus souvent limités à une injection d'antibiotiques, la prise en charge psychologique, celle des interruptions volontaires des grossesses et de la prescription d'antirétroviraux afin de diminuer le risque de transmission de VIH était aléatoire et inexistant. Voyez, chers amis. Un crime contre l'humanité, c'est ce que Sassou a commis, ce que vous devez voir là. C'est ce que les médecins de Sans Frontières sont en train de nous le dire là. Oui, parfois quelques femmes, celles qui avaient un peu le courage, tellement la souffrance dépassait, elles se rendaient à l'hôpital de Talanga et l'hôpital de Makelekele pour aller chercher quelques soins. Mais, puisque ces organisations ont des budgets limités, ils n'ont pas le matériel, manquent des équipements et tout, mais ça se limitait par des injections d'antibiotiques simples. Et ces femmes-là, parfois, se retrouvaient enceintes lors des viols. Et parfois, les gens qui les ont violés étaient des gens des CDR, des gens atteints par le VIH. Mais ces femmes-là ne pouvaient pas recevoir des antirétroviraux inexistants. On ne pouvait pas interrompre les grossesses parce qu'il n'y avait pas les possibilités de moyens. Parce que ce que Sassou a dit, allez-y, faites, bombardez-leur les enfants, tuez leurs femmes, détruisez le corps de leurs femmes. Crime contre l'humanité. Et à la fin, il détourne l'attention pour que les humanitaires se concentrent beaucoup plus aux enfants. On oublie les femmes. Voilà pourquoi on est là. On se bat. On ne se bat pas pour aller prendre des positions au Congo. On ne se bat pas pour prendre l'argent de qui que ce soit. On se bat pour notre nation. On ne se bat pas là pour prendre le leadership. On ne se bat pas là pour être leader d'une communauté. Chers amis, on est là pour expliquer ce que les Congolais ne connaissent pas, le rétablissement de la vérité, la restauration de la vérité. C'est ça mon rôle dans cette lutte. C'est ça mon rôle. Mon devoir, c'est ça, la restauration de la vérité. Nous l'avons toujours dit. Nous serons les technologues ou les technocrates derrière ceux qui prendront le pouvoir au Congo. Mais vous ne verrez pas Pongi là, ministre au Congo. Non. On se bat pour que notre peuple, la diaspora, le poids de notre lutte. Toutes ces informations, vous en avez certainement pas aussi. On est là pour vous donner ça. C'est ça notre rôle. Oui, chers amis. On n'est pas là dans la guerre des égos, des petits groupes qui se forment à se fustiger. On est là pour vous donner cette information. Et c'est des temps et des temps que nous dépensons pour aller lire tous ces documents. Là, ce n'est que la partie introductive de plus de 20 et quelques pages qu'on passe là en train de lire. On pouvait se permettre de faire autre chose. On est là. On peut préciser rétrospectivement quels ont été les arguments qui ont orienté en faveur des femmes violées l'attention des humanitaires. Tout d'abord dirigée principalement vers les enfants affamés. Vous comprenez ça, hein, chers amis? Donc ce que nous sommes en train de dire, qu'est-ce qui avait fait que les humanitaires se disent maintenant du côté des femmes qui étaient au départ, ils étaient juste là pour les enfants affamés. Un des éléments qui a stimulé la prise des consciences de la gravité du problème a été
la demande faite aux autorités sanitaires congolaises d'autoriser la prescription prophylactique d'antirétroviraux après un viol. Donc vous voyez que ce sont les Médecins Sans Frontières qui ont demandé l'autorisation qu'on puisse prescrire ces antirétroviraux aux femmes violées. Et les humanitaires ont eu à faire cette demande-là, que le ministère de la Santé et le régime de Sassou puissent approuver cela. Parce que les humanitaires, quand ils viennent dans un pays, ils doivent respecter les lois de cette nation. Donc, ils ne peuvent pas se permettre à soigner les femmes congolaises comme ça. Il faut l'autorisation. Et ils ont fait la demande. Ils disent, mais la situation est grave. Il va falloir qu'on s'occupe de ces femmes violées-là. On ne va pas simplement s'occuper des enfants malnutris, affamés. Mais il y a un cas très grave là de ces femmes-là. Donc une demande est faite qu'il faut qu'on puisse les prescrire aussi des antirétroviraux pour prévenir la contamination au VIH auprès de ces femmes-là. C'est ce que ça veut dire ici. Vous comprenez, chers amis, on est là. On est là. Cette demande se heurta à un refus pendant plusieurs mois. On reprend. Cette demande se heurta à un refus pendant plusieurs mois. Donc le régime de Sassou refuse que les femmes violées puissent être mises sous un traitement d'antirétroviraux. Donc il voulait que ces femmes-là soient contaminées pour que ces femmes-là puissent aussi contaminer leurs maris. Ainsi décidé donc créer une chaîne de la destruction des peuples du pôle du sud au Congo, de toutes les femmes violées au Congo-Brazzaville. Un des éléments qui a stimulé la prise de conscience de la gravité des problèmes a été la demande faite aux autorités sanitaires congolaises d'autoriser la prescription prophylactique d'antirétroviraux après un viol. Cette demande se heurta à un refus pendant plusieurs mois. L'éventualité de la mort par la transmission du virus du sida au cours du viol et le refus temporaire du ministère de la Santé d'autoriser la prescription d'antirétroviraux ont provoqué une réaction émotionnelle insuffisante, cependant pour induire une hausse de la qualité des soins. Donc vous voyez que, ce que nous sommes en train de nous expliquer, les femmes violées, ce sont les humanitaires qui se sont rendus compte de la gravité de la chose. Ils disent non, on ne peut pas se concentrer simplement aux enfants, il faut qu'on s'occupe des femmes. On demande donc au ministère de la Santé d'approuver, on refuse. Un refus pendant plusieurs mois. Donc, quand le ministère de la Santé refuse, le ministère de la Santé ne reçoit que des ordres de Sassou. Bien sûr, pas seulement des Sassou. De tout le système de la France-Afrique, ceux-là qui ont commis le dégât chez nous, massacrer les Congolais. Ouais, chers amis. On va aller plus vite désormais, pour vite terminer ce chapitre, pour que ceux qui sont habitués à couper vont se fatiguer. Bon, là je vais simplement prendre quelques statistiques qu'on nous a présentées ici. Entre mai et décembre 1999, ça c'est quelques statistiques qu'on a présentées, mais ce nombre-là, il ne faut pas se fier au nombre, chers amis, parce qu'il y a eu des milliers de femmes. Le pool ne regroupe pas seulement 1300 femmes, la Bouenza ne regroupe seulement pas 300 femmes, la Dokumu non plus le Niari, non plus Pointe-Noire. Ça, ce n'est que quelques nombres. Mais même ces nombres-là, on a présenté juste, parce qu'il faut dire que ces gens qui écrivent ces livres-là aussi, ils doivent protéger aussi ce qu'on appelle le brain, c'est-à-dire que la marque, ils doivent protéger aussi la marque. Donc, ils ne vous donnent pas toute la vérité, on vous donne simplement une portion de la vérité. Mais les vrais chiffres, ils les détiennent, ouais, chers amis. Donc, on veut dire aux Congolais ici et à notre auditoire de ne pas simplement se fier au ce nombre-là. Ça, ce n'est qu'un échantillon que l'auteur n'a pas voulu apporter beaucoup de dégâts au régime Sassou. Hein, chers amis. Donc, ne fiez pas trop à ces nombres-là. Ces nombres-là, nous savons que ça peut être vu à 99%. C'est à la hausse. Oui, chers amis. Donc, on va les regarder. Il dit, entre mai et décembre 1999, 1300 femmes, petites filles, adolescentes comprises,
Vous comprenez ça, chers amis? Ce qui nous importe ici, c'est petites filles adolescentes comprises. 1300 femmes, petites filles et adolescents comprises, se sont présentées pour recevoir des soins dans les hôpitaux Makelekele et Talangaï à Brazzaville, en déclarant avoir été victimes d'un viol. Dans leur majorité, ces viols sont survenus sur la route Kinkala à Brazzaville, surnommé le corridor de la mort par les survivants et le corridor humanitaire par les protagonistes de la guerre civile. Il n'y a pas eu la guerre civile ici. Il faut réitérer ça. Il n'y a pas eu la guerre civile au Congo. C'est un homme qui a pris les armes, appuyé par ses amis de la France-Afrique, pour venir détruire la démocratie au Congo. Et ils se sont mis à massacrer les Congolais. L'homme puissant, qui aujourd'hui est toujours là. Il est toujours protégé par la France-Afrique, qui est Sassou Denis, et son parti politique, le PCT, avec quelques voyous, entre guillemets, des faux opposants du Congo. Donc vous voyez que le Médecins sans frontières a recueilli, comme on a dit, ne vous fiez pas à ces nombres-là, mais il y en a plus. Pour éviter de créer assez de dégâts, on vous présente juste un petit échantillon. On vous dit 1300 femmes, petites filles et adolescentes comprises, petites filles et adolescentes comprises. Qui est une femme adolescente? Petite fille, c'est quel âge? On peut dire de 3 ans jusqu'à peut-être 7 ans. Les adolescentes, on peut le prendre entre des teenagers, comme on dit ici. Entre 12 ans peut-être jusqu'à 16 ans. 1300 se sont présentés. Violés sur la route Kinkala et Brazzaville. Ce qu'ils disent ici là. Ils avaient appelé ce tronçon-là, surnommé le corridor de la mort. Le corridor de la mort par les survivants. Les survivants les appelaient le corridor de la mort. Mais le corridor humanitaire par les protagonistes de la guerre. Donc Sassou appelait ça le corridor humanitaire. Mais il savait qu'il n'y avait pas de l'humanitaire sur ce corridor-là. Que les hommes étaient sélectionnés, massacrés, fusillés dans les forêts. Les jeunes femmes, les jeunes filles, les petits-enfants étaient violés. Ceux qui avaient la chance sortaient de là victimes de viol et se rendraient à Brazzaville. Mais ceux qui n'avaient pas de chance mouraient là. Oui, chers amis, c'est ça qui est la vérité. Ça, c'est Médecins sans frontières qui est en train de le dire. Et lui, Sassou, il appelle ça le corridor humanitaire. Mais ceux qui ont fait ce corridor-là vous disent que c'était le chemin de la croix, le chemin de la mort. Tu n'avais, la probabilité de sortir de là vivant était 1%. 1%. La probabilité de sortir de là. Quand même 1%. Parce que la probabilité est toujours égale à 1%. Il faut même dire 0,000. La probabilité de sortir de là vivant était de 0%. On peut dire comme ça. 0% la probabilité de sortir de là vivant. C'est Médecins sans frontières qui est en train de le dire. Ce n'est pas Bernard Pongui. Ce n'est pas la diaspora. Nous ne sommes que allés prendre ce document et on est en train de le présenter. On vous a dit ce soir-là, on ne dort pas 3 directs. On bousille d'abord ce direct-là et nous allons passer à un autre direct. C'est comme ça. Vous voyez, on vous le dit ici. On vous le dit ici. Entre mai et décembre 1999, 1300 femmes, petites filles et adolescentes comprises, se sont présentées pour recevoir des soins dans les hôpitaux de Makelekele et Talangaï, Brazzaville, en déclarant avoir été violées. Dans leur majorité, ces viols se sont survenus entre la route Brazzaville et Kinkala, surnommé corridor de la mort par les survivants et corridor humanitaire par les protagonistes de la guerre. Donc, par Sassou Denis, au Congo, il n'y a jamais eu de guerre civile. C'est un coup d'état militaire de Sassou. C'est eux qui le disent ici. C'est ça qui est la vérité. Et nous sommes là pour rétablir la vérité. Si la paix s'accompagne d'une baisse notable de nombre de viols, le phénomène ne disparaîtrait pas entièrement. Voyez, chers amis,
La paix devait sentir que bon, il n'y a plus de viol. Mais ça n'avait jamais disparu. Même quand même que ça soit dit qu'il y avait la paix. Les viols persistaient. C'est ce qu'eux ils disent. Médecins sans frontières. Bonsoir à tous qui ont eu le temps de se connecter. Ceux-là qui sont en train de nous suivre. En mars 2000, nous sommes là. En mars 2000, 22 victimes de viol âgées entre 3 ans, âgées de 3 ans à 40 ans. On est là, hein, chers amis. En mars 2000, 22 victimes de viol âgées de 3 ans à 40 ans ont été traitées à l'hôpital de Makelekele. Vous entendez ça? En 2000, hein, nous étions là en 2000. Les victimes de viol entre 3 ans et 40 ans. Entre 3 ans et 40 ans, mais peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier. Sassou est un criminel, un assassin véreux, un pédophile. Crime contre l'humanité. Mais il est protégé. Il continue à se pavaner dans toutes les capitales du monde entier. Médecins sans frontières le dit là. Le rapport, tout le monde l'a lu. La vérité est connue à l'Élysée. On continue de lui dérouler le tapis rouge. On va continuer. Même les petites filles de 3 ans ont été violées. C'est vraiment pitoyable. 21 de ces vols ont été commis par des hommes en armes. Vous comprenez ça, chers amis? 21 de ces vols ont été commis par des hommes en armes. Et dans 13 cas, il s'agit de viols collectifs. Voilà, chers amis. Donc, si on prend l'échantillon de 22 viols, ce qu'ils disent ici, hein, en mars 2000, 22 victimes de viols âgées entre 3 ans et 40 ans se sont présentées au centre hospitalier de Makelekele. Donc, dans 22, hein, il y a eu 21 viols ont été commis par des hommes en armes. Donc 99,99% ont été commis par des hommes en armes. Mais qui avait les armes? Sassou Denis. Dans ce corridor-là, c'est Sassou Denis. Ouais, c'est Sassou Denis. Dans les 22 là, 13 cas, ce sont des viols collectifs. Donc les coro de Sassou passaient sur nos enfants, sur les enfants, l'enfant de 3 ans. L'enfant de 3 ans, il violait des milliers de ces coro de Sassou. Les miliciens de Sassou violaient l'enfant de 3 ans. Chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Ça, c'est pas venu de nous, mais Médecins sans frontières le dit. On donne encore d'autres chiffres ici. De mars à septembre 2000, 83 femmes violées ont été suivies. 27 ans représentés, moins de 72 heures après leur viol, ont bénéficié, on va continuer de lire, ont bénéficié d'une prophylaxie antiviraux. 50% de ces traitements ont été menés à leur terme. 29 grossesses ont été enregistrées. Donc vous voyez que des enfants bâtards sont nés, créés par les viols de Sassou Denis. 13 enfants sont nés. 38 femmes ont bénéficié de psychothérapie. Voyez, chers amis, les chiffres ne viennent pas de nous. Les chiffres viennent de Médecins sans frontières. Ça, c'est des documents qui existent. Allez-y le lire, peuple congolais. Nous, notre rôle, c'est d'apporter le côté intellectuel de la résistance. On va fouiller la documentation, on amène la vérité, que le peuple congolais puisse écouter, que le monde entier puisse écouter, que la diaspora, cette fameuse communauté internationale des magouilleurs là, qui tuent les Africains là, puisse écouter ce que leurs frères blancs ont dit. Ce livre-là a été écrit par des blancs. C'est eux qui ont dit ça. Donc, on demande aux Atalakou du régime Sassou de venir nous contester ici. Contester. Venez nous contester. Venez encore parler de la haine tribale ici. Il y a zéro haine tribale ici. Ce sont des crimes connus.
identifié et rapporté. Ça est là. Il n'y a pas de haine tribale ici. C'est ça notre rôle. On emmène ça ici. Bon, je vais essayer de rapidement de voir ici. Est-ce que ça c'est important? Je vais voir cette section, mais je vais quand même le lire rapidement. Rapidement, je suis là. Dans la majorité des conflits, les femmes violées sont enregistrées dans les catégories maladies gynécologiques, maladies sexuellement transmissibles ou traumatismes divers. On retrouve là une négligence connue de la médecine et des médecins enfermés dans leurs préjugés, réticents à singulariser un groupe particulier de patients dont la visibilité entraînerait des tensions avec le pouvoir politique, militaire, traditionnel et religieux, et au sein de l'institution médicale. Cela implique la discrétion, voire le silence. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Les médecins là, dont les zones de guerre, dans le cas du Congo-Brazzaville, sont traumatisés par les forces de répression policière qui sont là du matin, midi, soir avec eux, dans leurs fonctions quotidiennes. Et donc, ça porte enfin un conflit d'intérêts. Le médecin se dit, est-ce qu'il va falloir que je dise la vérité, je fasse un rapport complet et détaillant ce que j'ai vu, ce que j'ai écouté, ou je vais simplement fermer ma bouche, de toutes les façons je vais dire, ce n'est pas mon parent, il n'est pas de mon ethnie, il n'est pas de mon village, il n'est pas de même race que moi, et donc je me contente de mon salaire et je reste là. Le conflit d'intérêts, c'est là. C'est ce que ça signifie cette partie. Donc, dans le cas des viols des femmes, bon, au lieu de lui dire d'une manière claire que il va falloir que la femme doit être traitée, ce viol peut être traité comme un véritable traumatisme, comme un problème gynécologique, on change parfois les expressions pour dire non, vous avez simplement un petit mal de ventre, ça passera. Le langage du médecin change parce qu'il n'a pas envie de porter un rapport qui va donc entraîner la fureur de la milice privée de Sassou Denis. C'est le cas que l'on est en train de dire ici. C'est ce qui s'est passé au Congo. Et qui continue de se faire jusqu'à aujourd'hui. Bon, on va certainement rapidement terminer ce direct. On dit experts sanitaires et politiques, une soumission singulière. La propension des médecins à éviter la confrontation avec le pouvoir explique la rareté des données épidémiologiques dans ce domaine, surtout quand la violence politique est l'origine principale d'un état morbide ou d'une mortalité. Bon, ça c'est clair, hein? Vous voyez, chers amis. Dans de telles circonstances, la pathologie causée par la violence politique décime les familles, se retrouve au centre des mensonges du pouvoir, mais occupe peu de place dans les rapports des experts de santé publique. L'autonomie de ces derniers par rapport au pouvoir politique apparaît limitée. Ce que nous étions en train de dire ici, les conflits d'intérêts. Les médecins, donc des praticiens qui se soumettent à l'autorité politique. On oublie le sermon d'Hippocrate. Donc, la valeur même de la médecine n'est plus là. Parce qu'on privilégie beaucoup plus sa poche. Je continue à percevoir mon salaire. Tant que j'ai mon salaire, les victimes, ce n'est pas mon problème. Je ne mets rien dans le rapport. Je suis là pour faire de l'argent. Je suis envoyé comme un humanitaire. Je suis blanc. Je suis en Afrique. Je m'en fous éperdument. Ceux là-bas, c'est des noirs. Ce n'est pas de mon problème. C'est ce que ça veut dire là. On crée le rapport, la connexion. On oublie que on est là pour faire le travail direct, ressortir le côté psychologique de la fonction, l'éthique déontologique. On oublie tout ça. On se contente de sa poche, on zippe
la poche, on zippe sa bouche, on joue au silence, à la manipulation et on joue le jeu du pouvoir. Quand on parle, le pouvoir risque de me refouler. Mais quels sont les moyens qu'on peut mettre pour contrecarrer le pouvoir à vous maintenir à continuer à faire votre travail? Oui, chers amis. Bon, il dit, je vais rapidement, je crois qu'on est quasiment, je vais aller maintenant très vite. La réticence des experts sanitaires à se mettre en porte-à-faux avec le pouvoir politique est un trait de caractère de la santé publique dès sa naissance. La sécurité publique est une des fonctions essentielles du pouvoir politique. En cas de crise, sa mise en cause se fera selon 3 modes critiques. La responsabilité directe dans les crimes, l'incapacité à faire cesser les crimes et l'incapacité à offrir réparation aux victimes. C'est pourquoi la production et le contrôle des données sanitaires deviennent pour la politique un objectif majeur des actions de propagande réalisées en appui de la lutte armée. C'est ce que ça souffre. Il manipule tout le temps. Il ne veut pas que la vérité passe, la vérité puisse être connue au niveau international. Il choisit ces organisations à but humanitaire qui va travailler avec lui. Le génocide dans le pool que nous venons de voir entre 2016 et quasiment 2019, le génocide qui est toujours en cours, parce que le pool est toujours militarisé. Sassou a chassé les organisations à but non lucratif ou humanitaire qui ont la voix, qui ont la puissance internationale, qui peuvent librement s'exprimer, comme international par exemple. Nous savons que le patron de Amnesty International avait été chassé du Congo-Brazzaville. Sassou choisit ses partenaires, des humanitaires. Il choisit qui? Caritas. Caritas, c'est qui? Mais ce petit groupe humanitaire géré par l'Église catholique. Nous savons que l'Église catholique est partenaire de Sassou, protège Sassou dans tout, supporte Sassou. Sassou qui a tué un cardinal de l'Église catholique, le cardinal Émile Biayenda, qui l'a assassiné, qui l'a enterré vivant. Mais l'Église continue de le supporter. Donc vous voyez que Sassou qui choisit ces humanitaires qui sont prêts à fermer la bouche, à jouer le jeu du pouvoir. C'est cela que l'homme. Donc vous voyez que la vérité ne pourra jamais apparaître avec des organisations humanitaires choisies qui peuvent jouer le jeu du pouvoir, qui jouent en accointance, qui est là parfois même en train de trahir les populations. Donc ils jouent à la criminalité avec le régime en place. Est-ce que ça soit toujours fait? Qu'est-ce que ça voulait dire ici? Bon, on va rapidement aller regarder les toutes dernières sections que moi j'ai conservées ici. Vous voyez ici, la guerre civile congolaise. Il faut dire qu'il n'y a pas eu de guerre civile congolaise. La guerre de Sassou au Congo-Brazzaville, c'est comme ça qu'on va l'intituler ici. Une catastrophe sanitaire majeure. Dans l'exemple de la guerre de Sassou en République du Congo-Brazzaville, les violences contre les civils sont qualifiées de mineures. De mineurs. Vous voyez que la violence que Sassou a eu à faire, on qualifie ça de mineur. Par les vainqueurs du pouvoir. Rarement les moins violents. Eux, ils se disent qu'ils sont les moins violents. Voyez, chers amis. Non, il n'y a pas eu des exactions. Non, il n'y a pas de crise. Dans le pool, il n'y a pas de crise. Le pays va se construire. On va aller chercher une Toumi dans les buissons. On va l'amener ici. Il n'y a pas de crise. Que les autorités politiques du pool se mettent avec le président de démocratie, ainsi de suite. On va aller chercher une Toumi qui se cache dans ses buissons. On va le mettre hors d'état de nuit. Pour moi, il n'y a pas de crise. On minimise le discours politique. On minimise les violences faites aux civils. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Rien, chers amis. C'est que le livre là est en train de dire. Le livre là est très clair. Médecins sans frontières, des experts, ils sont en train de le dire d'une manière claire. On va encore vous le dire. La guerre de Sassou Deni au Congo-Brazzaville, une catastrophe humanitaire majeure. On dit une catastrophe humanitaire
majeur, majeur. Mais dans le discours politique des vainqueurs, ceux-là qui appliquent les répressions minimisent les exactions et les violences physiques sur les civils. On minimise. Dans l'exemple de la guerre de Sassou Nguesso en République du Congo, Brazzaville, les violences contre les civils sont qualifiées de mineures par les vainqueurs au pouvoir, rarement le moins violent. Et ils disent toujours que non, ce n'est pas eux qui ont provoqué, ce sont les autres qui ont provoqué. C'est comme ça que Sassou a toujours fonctionné. C'est toujours lui qui a raison. Les autres ont toujours tort. Il tue Marion Gwabi, lui il a raison. Il tue Massamba Deba, c'est toujours lui qui a raison. Il enterre vivant le cardinal Émile Biayenda, c'est toujours lui qui a raison. Il tue Onga là-bas dans le pool, c'est toujours dans le Aïkonongo là-bas, c'est toujours lui qui a raison. C'est incroyable. Il bombarde, il relâche ses armes qui tuent des milliers de Congolais. Ampila le 4 mars 2012, c'est toujours lui, Sassou, qui a raison. Il tue les Congolais au beat de Brazzaville, c'est toujours lui, Sassou, qui a raison. Mais c'est quoi cette affaire-là? Il nous parle de paix. Il va massacrer des gens dans le pool, c'est toujours lui, Sassou, qui a raison. On ne peut pas s'imaginer que dans toute cette nation, plus de 40 que ce temps mais au pouvoir, c'est toujours lui qui a raison. C'est toujours les autres qui meurent, lui ne meurt jamais. Là, Médecins sans frontières est clair dans ce livre et nous recommandons les Congolais d'aller chercher ce livre-là, de les acheter, de lire ce livre, de partager l'expérience de ce livre avec leurs enfants pour que l'histoire du Congo soit connue. On va reconnaître Sassou Nguesso et le PCT comme les plus grands criminels qui ont brisé le Congo-Brazzaville, qui ont tué du monde. Il faut dire que ce direct, il y a d'abord une première partie qui a été coupée parce que nous sommes toujours boycottés. Quand nous parlons de vérités pareilles, on nous coupe toujours. Il y a d'abord la première partie et là nous sommes en train de foncer dans la deuxième partie c'est celle-là. Oui, chers amis. Donc c'est clair là. Les experts là qui écrivent ces livres-là, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Blancs. La plupart, les noms que nous avons donnés, ce sont des noms français et qui ont écrit ces documents. Et ces livres sont là. Ces livres ne sont pas contestés par le régime de pouvoir, ni par Mongala Thierry, ni par Mwamba Clément, ni par Sassou Denis. Ils n'ont jamais contesté ce livre qui a été écrit depuis 2001. C'est une réalité. Vous voyez, chers amis. Donc on le dit d'une manière claire. Vous voyez, comme le disent les experts ici, la guerre civile, il n'y a pas la guerre civile. Moi j'appelle ça la guerre de Sassou Denis, une catastrophe sanitaire majeure. Sanitaire majeure. Vous voyez? Mais eux, ils essaient de minimiser. Il dit, dans l'exemple de la guerre civile en République du Congo-Brazzaville, les violences contre les civils sont qualifiées de mineures par les vainqueurs du pouvoir, rarement les moins violents. Sassou dit toujours qu'il n'est pas violent. C'est toujours lui qui a raison partout. Mais nous savons que l'homme le plus violent que ce pays-là n'a jamais connu, c'est Sassou Denis. C'est toujours lui qui est l'homme le plus violent. Mais lui dit qu'il est le moins violent. Pour ces derniers, donc éventuellement, ceux qui sont au pouvoir, qui ont usurpé le pouvoir, pour ces derniers, reconnaître l'ampleur des exactions serait admettre que la position politique actuelle repose en partie sur l'action des bandes armées qui ont tué, violé et affamé des milliers de Congolais. Et pourtant, c'est une réalité. Hein? Le pool, tous les arbres fruitiers ont été coupés. Toutes les populations du pool ont fui dans la Bouenza là-bas. Enfin, pas toutes, ceux qui ont eu la chance de s'en sortir vivants. Nous avons toujours dit que le pool comptait. Hein. Les statistiques du Congo sont là. Allez-y voir les populations hein, avant que Sassou ne tue les gens dans le pool. C'est plus de 200 et quelques mille habitants. Mais nous doutions fort que si on en reste, les populations que nous avons vues dans la Bouenza, que l'ambassadeur américain à Brazzaville est allé rendre visite au Congo, c'est moins de 100 000 populations dans le pool. Hein. Moins de 100 000 populations dans la Bouenza. Donc ces gens-là ont massacré des milliers, des centaines de milliers de Congolais. Vous voyez, chers amis. Mais ils essaient de minimiser. Vous voyez, chers amis. Et nous savons que jusqu'à aujourd'hui, le pôle est toujours militarisé. Tout le sud du Congo est militarisé. C'est ça qui est la vérité. Et nous sommes là pour aller chercher ce document, la valeur ajoutée intellectuelle à cette résistance, c'est ce que nous apportons. Ce que nous apportions. Il y a des grands qui apportent... il y a des grands Congolais qui apportent de la valeur ajoutée.
des gens comme des Alema Bankou, ils sont nombreux, ils apportent le niveau le plus extrême de l'intelligentsia dans cette lutte. Nous apportons la partie la plus petite de l'intellectuel dans cette lutte. C'est en allant faire ces recherches-là, aller prendre de la documentation qui existe et en allant dévoiler la vérité au peuple congolais. Ce que, comme le Congolais n'aime pas lire, tous les crimes de Sassou sont écrits dans des livres, soit par des Congolais, soit par les Blancs, soit par les Chinois, tout est écrit. Il s'agit d'aller prendre ces livres-là, de les lire. Et ce que nous sommes en train de lire là. Il y a eu des violations graves de droits de l'homme, des crimes contre l'humanité ont été commis au Congo. Ceux-là qui ont commis ces crimes sont toujours en liberté. On continue de leur dérouler les tapis rouges partout dans les pays occidentaux. Et notre combat doit toucher là pour qu'on puisse fermer ce tapis et qu'on puisse désormais les identifier comme les criminels et les mettre en prison. C'est ça notre rôle ici. Bon, voilà. Donc on va aller plus vite. Je crois que nous sommes quasiment vers la fin. Je vais lire dans cette section bon, je vais lire à partir d'ici. Nous pourrions retrouver des propos de Sassou Denis dans la bouche de ses principaux adversaires. Le discours procède d'une double affirmation contradictoire et de la substitution des mots violence à celui d'exaction. Au moment où il devient impossible de nier des faits trop évidents. 2 points. Donc ça a été tiré de lui. Vous voyez, hein, nous sommes là. Nous ne sommes pas débordés par nos miliciens, donc pas d'exaction nulle part. Ça sont les propos de Sassou. Il y a une attaque des adversaires, donc il y a eu violence. Voyez, chers amis, ça sont les propos de Sassou. Hein. Sassou dit, nous ne sommes pas débordés par nos miliciens, donc pas d'exaction nulle part. Il y a eu une attaque des adversaires, donc il y a eu violence. Les faits commencent par être niés ou minimisés. Comprenez ce que nous venons de dire? On minimise les violences faites sur les civils. Les faits commencent par être niés ou minimisés. Quand cela s'avère impossible, leur qualification évolue. La violence devient réactive à celle des adversaires et pour cette raison, sa légitimité est implicitement affirmée, permettant ainsi de dégager ses auteurs de toute responsabilité. On va donc lire cette partie, je crois que ça c'est la dernière partie avant de clôturer ce direct. Les données statistiques disponibles démontrent des propos du vainqueur de la guerre civile au Congo-Brazzaville et confirment date, lieu, fréquence des événements, que la responsabilité de la violence ne peut pas être attribuée uniquement à l'opposition. Les résultats d'une enquête de moralité rétrospective réalisée dans la ville de Mindouli, ville de 10 000 habitants dans la région du Poul, au sud-ouest de Brazzaville, montrent que 736 personnes, entre parenthèses 7%, sont mortes en novembre 2019 à janvier 2000. Pendant cette période, le taux de mortalité est resté supérieur à 5 morts pour 1000 personnes par jour. Donc, il y a eu quand même augmentation du taux de mortalité pendant cette période-là, entre novembre 1999 et janvier 2000. D'août à septembre 1999, la prévalence de la malnutrition aiguë sévère, un rapport poids-taille inférieur à 70% de la normale parmi les enfants de moins de 5 ans accueillis à leur retour à Brazzaville, varie entre 30 et 40%. Donc on nous confirme encore ici qu'il y a eu augmentation de taux de malnutrition et cette augmentation dans les enfants de moins de 5 ans a augmenté
a varié entre 30 et 40%. Rappelons que de mai à décembre 2019, 1190 femmes, adolescentes et petites filles se sont présentées aux consultations pour femmes violées de l'hôpital de Makelekele à Brazzaville. Je vous ai dit que ne vous fiez pas trop à ces chiffres. Ça a été sous-évalué ici pour ne pas empirer la destruction de la réputation de ce régime kleptomane d'oyocratie. Beaucoup de ces viols avaient eu lieu sur le chemin de retour des déplacés vers Brazzaville, ce que nous avons appelé le corridor de la mort, que ça soit appelé le corridor humanitaire, ce que nous avons expliqué tout à l'heure. Les routes empruntées étaient alors sous le contrôle des miliciens liés à la présidence congolaise. Vous comprenez, hein? Puisque nous savons que le poulet militarisé, ce sont les mercenaires, les miliciens, ceux-là que nous avons l'habitude d'appeler les Koro de Sassou Nguesso, qui étaient là dans ces routes-là, ce corridor humanitaire. Et ils ont appelé corridor humanitaire, mais que les victimes ont appelé le corridor de la mort, que le Médecins Sans Frontières a confirmé par rapport à ce qu'ils ont vu. Nous ne sommes que là en train de vous dire ce qui s'est passé. Le nombre de cas a joué un rôle clé en faveur de l'accès aux soins des femmes violées de Brazzaville. C'est cette partie-là qui est vraiment très intéressante, parce qu'on nous dit ici victime, bourreau et secouristes. Il dit, si l'on convient que le recueil d'informations qui, indépendamment des préoccupations médicales, donne une image des crimes commis pendant les conflits, est indispensable à la bonne qualité de la prise en charge des patients, l'usage de cette information ne se limite pas à cela. Nous examinerons les problèmes posés par sa diffusion et plus spécifiquement celui de son utilisation dans les registres propagandistes, hein, et les conséquences de ce détournement sur l'action humanitaire. Quand la propagande est celle des humanitaires eux-mêmes, nous l'avons vu plus haut, la conséquence la plus immédiate est l'injustice des secouristes, l'injustice liée à la réduction radicale de la complicité d'une crise à la figure unique, presque aveuglante, d'une victime pure et innocente. Bon, en réalité, qu'est-ce que ça signifie là? C'est ce que nous étions en train de dire. Quand les humanitaires arrivent dans nos pays comme le nôtre, si les humanitaires se mettent à faire des analyses pour en réalité expliquer la réalité, la vérité dans ce qui se passe, ces humanitaires-là rencontrent, comme on dit, du béton. Le régime se met à porter des menaces, jusqu'à parfois même le demander de fermer bagages et de rentrer chez eux. Ce qu'on veut vouloir dire ici. En fait, c'est ce que ça voulait dire. Mais si la propagande est du côté des gens qui commettent les crimes, donc du côté du bourreau, en ce moment, le bourreau garantit la sécurité de l'humanitaire, lui donne tous les moyens nécessaires pour continuer à faire son travail. Et ça devient donc le partenariat. En réalité, c'est ce que ça voulait dire ici. C'est le cas que nous avons donné de Sassou Nguesso avec les autres organisations à but humanitaire au Congo, par exemple Amnesty International, dont le directeur avait été chassé du Congo, c'est clair, vous voyez, qu'on a même refusé de donner le visa, ainsi de suite. Mais par contre, il y a une organisation à but non lucratif qui travaille dans le côté humanitaire qu'on appelle Caritas, que Sassou a donné des accréditations pour travailler dans cette affaire de la guerre du poule. Mais nous savons que Caritas est sous la coordination des prêtres, donc de l'Église catholique. Donc l'Église catholique travaille avec Sassou. Voilà, donc on dit quand la diffusion de cette information se heurte à l'intérêt de l'un des belligérants, cela peut se traduire par une attitude hostile à l'encontre des représentants de l'organisation d'aide, de l'intimidation au passage d'actes. La gamme de réactions hostiles est large, l'harcèlement administratif, restriction d'accès, expulsion, attentats contre les bâtiments ou des personnes. Elles sont redoutées par des secouristes car au-delà des risques personnels et institutionnels,
elles peuvent entraîner l'interruption des secours vitaux. Dans des circonstances où l'usage de la violence par les acteurs du conflit est criminel, le dilemme est souvent spontané, perçu ainsi, présence ou silence, hein, ou prise de parole publique et risque d'interruption de secours. Bon, c'est ce que nous sommes en train de dire, que l'humanitaire est devant un fait accompli, hein, devant un dilemme. Ou tu fermes ta gueule, et puis tu restes, ou tu parles, ou tu quittes. Et ça entraîne quoi? L'interruption des services de secours pour ceux qui en ont besoin. En réalité, c'est ce que ça veut seulement dire ici. Donc, on dit, la formation peu pertinente de ce dilemme explique la discrétion des humanitaires au sujet des crimes commis contre les civils dans la guerre civile congolaise, sans constituer pour autant une explication suffisante à la faible attention des médias. Donc, c'est ce que nous sommes en train encore de dire. Je vais continuer de lire. La question posée, parole ou absence versus silence ou présence, masque un autre dilemme plus embarrassant pour le secouriste. En effet, le silence parfois d'une intensité proche de la complicité n'est pas le seul prix exigé par des bourreaux pour tolérer la présence des témoins étrangers sur leurs crimes. Vous voyez, chers amis, ce que nous sommes encore en train de dire, que voilà, donc le bourreau, généralement, il dit quoi? Il dit à tous ces humanitaires qui viennent de l'étranger, il dit, fermez vos bouches, et puis vous allez me voir continuer à faire mes crimes, et vous n'allez rien dire. Alors si vous parlez, je vous chasse de mon territoire. Et donc, c'est cela que ça a toujours fonctionné, par exemple, sur le cas de Sassou. Voilà. Donc, la volonté des auteurs des crimes collectifs d'impliquer le plus grand nombre sous la menace pour garantir le silence par un sentiment de complicité s'applique aussi aux humanitaires. Vous voyez que, chers amis, et quand, ce que nous sommes en train de dire, quand les humanitaires acceptent de jouer au silence, ça veut seulement dire qu'ils jouent le rôle de complicité. Excusez-moi, ils jouent le rôle de complicité avec le bourreau. Et c'est le cas de Sassou. Hein? Les humanitaires qui ont travaillé avec lui dans ce génocide à huis clos dans le département du Poul n'ont rien dit. Hein? Ils n'ont rien dit. Ils ont joué à la complicité. Ils ont participé au crime contre les Congolais dans le département du Poul et même dans le sud du Congo. C'est cela que cette section voulait dire. Voilà, donc nous étions là. L'exemple congolais est là encore très révélateur dans l'histoire des corridors humanitaires surnommés corridors de la mort par les survivants. Voilà, nous avons déjà expliqué cette partie. Ces expressions désignent les routes, des périodes de temps et des conditions de violence dans lesquelles des dizaines de milliers de civils ont été déplacés au cours du conflit. Et donc, je suis dans cette partie. Ces déplacements accompagnés des meurtres et des viols s'effectuaient dans les camions financés par l'aide humanitaire d'urgence de l'Union européenne et mis à la disposition par la branche secours d'une église. La branche secours d'une église, donc vous voyez que l'Union européenne avait donné des véhicules aux humanitaires, hein, mais ces véhicules-là ont été donnés à une branche de secours d'une église, et vous connaissez ces églises dont je suis en train de parler, et donc de nombreuses violences ont été effectuées même dans ces camions-là, des viols ont été effectués dans ces camions-là, et personne n'a rien dit. Ça, c'est ce qu'ils sont en train de dire, eux, ils sont en train de dire ici. Et nous sommes là en train de dépouiller cette vérité-là. Les crimes les plus graves n'ont pas cessé dans ces corridors de la mort, qualifiés d'humanitaires par les assassins. Voilà. Donc, vous voyez que les assassins ont même qualifié ces corridors de corridors humanitaires. Au bout du voyage, en cas de survie aux aléas d'un si horrible périple, une existence des captifs attend les survivants livrés aux abus des miliciens de leur propre camp et du camp adverse. Ça, c'est ce qu'ils sont en train de dire ici. Voilà, donc il dit, la simple association dans la propagande des bourreaux de l'adjectif humanitaire au corridor de la mort oblige de s'embarquer publiquement. Donc vous voyez qu'on exige les humanitaires à utiliser l'expression corridor
humanitaire, au lieu de corridor humanitaire, tout en sachant que il y a des violences graves qui se passent, il y a des exactions, on tue des gens, c'est le cas du Congo-Brazzaville, et là ils ont dit le cas du Congo-Brazzaville, et nous en sommes clairs là-dessus. Voilà. L'acharnement des bourreaux à associer l'action humanitaire à la dissimulation et à la facilitation de leurs crimes apporte une réponse pragmatique au dilemme rester et se taire, parler et partir. Encore, ne faut-il pas créditer la présence auprès des victimes d'un caractère sacré qui le ferait primer sur le refus de s'associer à un crime ou à une dissimulation. Révéler les dangers, masquer partiellement aux futures victimes par le label humanitaire, impose de parler publiquement des crimes et de leurs auteurs. Voilà donc ça, c'est ce que l'auteur a conclu ici pour conseiller un peu aux humanitaires de prendre tout leur courage et de dire la vérité, rien que la vérité. Dans ce même livre-là, si vous partez un peu dans la page, je crois, 117, vous allez voir même qu'il y a des témoignages que les experts sont en train de parler ici, où on dit même que des véhicules humanitaires, des hélicoptères humanitaires ont été maquillés avec le logo de la Croix-Rouge internationale et ont assuré des bombardements dans les villes de Mosenjo et Makabana. Sur la page, je crois, 117, c'est écrit. Et ça, c'est ce que l'auteur dit. Et vous voyez que les humanitaires qui accompagnaient n'ont fermé que leur bouche. Ils ne pouvaient plus dire où tu parles. Si tu parles, tu dois quitter le territoire. Et si tu demeures le silence, tu restes et tu travailles et tu auras ton pognon. Voilà un peu ce que nous tenons à dire sur les impacts que ça soit créé au Congo. Comment il a manipulé même des humanitaires à continuer à en perpétrer ces crimes sur les citoyens du Congo-Brazzaville. Et nous sommes là pour aller dénicher toutes ces informations. Encore, nous tenons à dire que c'est un livre qui existe, qui est sur tous les marchés, dans toutes les bibliothèques. Certainement, vous pouvez en voir, ou vous pouvez en procurer, ou vous pouvez l'acheter. Encore, nous venons là de dépouiller un peu le contenu de ce livre, comme vous voyez, Médecins sans frontières, une guerre contre les civils, réflexion sur les pratiques au Congo-Brazzaville entre 1998 et 2000. Et vous voyez, introduction, les auteurs de ces livres, c'est Marc Lepage et Pierre Salignon. Et donc, ça a été édité en octobre 2001, où ce livre existe. Et c'est ce contenu du livre sur la vérité sur la situation du Congo-Brazzaville que nous venons de dépouiller. On va continuer à propager l'information pour le Congo-Brazzaville. C'est la restauration sur la vérité. Nous sommes à l'étape de l'esprit. Si c'est au prix de notre vie, tant mieux. Personne ne restera une pierre sur cette terre. Tous, nous avons un temps de voyage sur cette terre. Et notre temps de voyage, c'est nous le consacrons à la libération de notre pays que le Congo-Brazzaville, qui est pris en otage par un criminel, un despote, qui tue, qui a commis des crimes contre l'humanité, qui continue à commettre des génocides, mais qui est protégé par la communauté internationale, qui travaille dans le sens de la France-Afrique, c'est-à-dire des gens qui vont prendre le cash au nom des Africains et qui continuent à massacrer les Africains. Et ça, nous disons non. Nous sommes à l'étape de l'esprit. Nous continuons de faire fonctionner nos ménages. Nous continuons de faire des recherches pour apporter l'information, la vérité au monde entier sur le cas du Congo-Brazzaville et le criminel Sassou, bien sûr, protégé par le système de la France-Afrique. Merci d'avoir suivi ce direct et passez une bonne nuit. À plus tard. Au revoir.